Imaginez un instant, être seul, à des milliers de mètres d'altitude, au beau milieu d'une nuit d'encre, piégé dans une tempête. C'est ça, le monde que nous dépeint Antoine de Saint-Exupéry dans son grand classique Vol de nuit. Mais attention, ce livre, c'est bien plus qu'une simple histoire d'aviation. Non, c'est une plongée assez brutale dans les notions de devoir, de sacrifice et du prix parfois terrible à payer pour le progrès. Et pour vraiment saisir la force de cette histoire, il faut d'abord comprendre l'homme derrière la plume. Saint-Exupéry, ce n'était pas un romancier de salon, loin de là. C'était un pilote, un vrai, un des pionniers de l'aéropostale. Chaque mot qu'on lit dans Vol de nuit a été vécu. Chaque phrase, elle porte en elle l'écho du vent qui hurle contre le cockpit. C'est ça qui donne au livre cette authenticité incroyable. Alors la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi voler la nuit? Pourquoi prendre de tels risques? Eh bien, comme le résume parfaitement André Gide dans sa préface, ce n'était pas du tout un caprice d'aventurier. C'était une nécessité économique, une question de survie même. Pour que l'avion puisse rivaliser avec les trains, avec les bateaux, il fallait absolument dompter l'obscurité. C'est cette lutte acharnée qui sert de toile de fond à toute l'histoire. Et au cœur de cette lutte, bien sûr, il y a les hommes, les pilotes. Alors plongeons maintenant dans leur univers, dans ce ciel nocturne qui est à la fois absolument magnifique et terriblement solitaire. Le contraste est saisissant. Depuis là-haut, le pilote, Fabien, notre personnage principal, y voit les lumières des villages comme des étoiles au sol. Il a cette vue quasi divine, il se sent comme un protecteur, un berger. Mais cette position, elle l'isole complètement. Il observe la chaleur, la simplicité de la vie d'en bas, il la désire presque, mais il ne peut pas y prendre part. Il est au-dessus de tout ça. C'est vraiment la description de deux mondes qui s'opposent. Au sol, c'est la vie des hommes, la sécurité, la chaleur d'un café, l'amour. Et dans le ciel, c'est tout autre chose. C'est le domaine du devoir, un vide immense où le pilote se retrouve seul face aux éléments déchaînés. Chaque fois qu'il décolle, c'est un sacrifice. Il abandonne un monde pour un autre. Et ce danger, il n'a rien d'une abstraction. Le récit d'un autre pilote, pèlerin, est absolument glaçant. Pris dans un cyclone au-dessus des Andes, il ne décrit pas juste une tempête, non, il parle d'une véritable révolte de la nature. Il dit que les montagnes se sont mises à vivre, comme si elles devenaient des adversaires conscients. La nature n'est plus un décor, c'est une force active. Et alors, qui envoie ces hommes affronter une nature pareille? Eh bien, au sol, il y a un homme qui orchestre toute cette guerre contre la nuit. Un homme redoutable, Rivière, le chef de l'exploitation. Rivière, ce n'est pas un simple directeur, il ne se voit pas du tout comme ça. Pour lui, c'est un créateur, presque un artiste dont la matière première, ce sont ces hommes. Son but, ce n'est pas juste de gérer une entreprise, c'est de forger des volontés, de donner une âme à son réseau aérien. Et voilà sa philosophie, résumée en une seule phrase, à la fois terrible et exigeante. Pour Rivière, le vrai accomplissement, ce n'est pas dans la recherche du bonheur personnel ou de la liberté. Non, c'est dans l'acceptation totale d'un devoir qui nous dépasse. C'est une vision du travail presque mystique, où l'individu doit s'effacer devant une cause plus grande que lui. Et comment il fait pour façonner ces hommes? Par une discipline de fer, implacable. Il va punir le moindre retard, même si c'est à cause d'une tempête. Pour lui, le règlement, ce n'est pas une question de justice. C'est un outil, un rite, dit-il, presque religieux, qui a pour seul but de tendre chaque volonté vers l'objectif unique, que le courrier parte à l'heure, quoi qu'il arrive. Il veut créer une culture où le devoir écrase absolument tout le reste. Sa logique peut paraître cruelle, c'est vrai, mais dans sa tête, elle est parfaitement cohérente. Rivière est convaincu que pour pousser les hommes au-delà de leurs limites, il faut être dur. Il pense que la pitié, c'est une faiblesse qui met tout en péril. Sa dureté, au fond, c'est une façon de les préparer aux épreuves qui les attendent. Pour lui, le but ultime, c'est de bâtir quelque chose qui va durer, et face à ça, le petit bonheur individuel pèse bien peu. Et c'est maintenant que cette philosophie de fer va se prendre la réalité en pleine face. On va suivre le vol de Fabien, qui, à cet instant précis, bascule au cœur du drame. La tension monte d'un coup. Fabien, le pilote qu'on suivait au début, se retrouve piégé. Il a volé droit dans un cyclone. L'escale qu'il vient de passer signale que la tempête s'est refermée derrière lui. Le retour est impossible. Le piège vient de se refermer. Le message qu'il envoie à la radio est sans appel. L'échelle est démesurée. Ce n'est pas un petit orage. C'est un monstre de 1000 km de large. Fabien est complètement aveugle, perdu au milieu de ce chaos. Et, comme si ça ne suffisait pas, un autre ennemi, implacable, entre en jeu. Le temps. Le combat contre la tempête devient une course désespérée contre la montre. Chaque minute qui passe, c'est du carburant qui brûle. Le destin de l'équipage se mesure désormais en litres. Et puis,
Plus rien. Le silence. Les communications sont coupées par la tempête. Fabien et son radio sont maintenant absolument seuls au monde. Une petite capsule de vie, coupée de toute humanité, au milieu d'un océan de fureur. Et là, soudain, un retournement de situation incroyable. Fabien aperçoit une éclaircie au-dessus de lui. Il pousse son avion à fond et il crève la cour du nuage. Il passe de l'enfer noir et hurlant à un calme surnaturel, un paysage d'une beauté irréelle, sous la pleine lune. L'ironie est absolument terrible. Il a trouvé un havre de paix, une beauté que peu d'hommes verront jamais, mais c'est un piège mortel. Et il est au-dessus de la tempête, oui, mais il ne peut plus redescendre à travers. Ce spectacle magnifique, c'est sa prison. Il est, comme le dit le livre, muré dans la chambre au trésor. Un tout dernier message finit par passer, difficilement. Il ne reste plus que 30 minutes de carburant. 30. À cet instant précis, tout espoir s'éteint. La fin n'est plus une possibilité, c'est une certitude mathématique. Mais le roman ne s'arrête pas sur le crash, et c'est là toute sa force. Saint-Exupéry nous emmène plus loin, dans les pensées de celui qui reste, de celui qui a envoyé Fabien à la mort. C'est à travers les yeux de Rivière qu'on va essayer de trouver un sens à ce sacrifice. Quand il se retrouve face à la femme de Fabien, Rivière est confronté à une vérité qui n'est pas la sienne. D'un côté, il y a son monde, l'action, la mission, le réseau. Et de l'autre, il y a le monde de cette femme, l'amour, le bonheur personnel, l'attente. Et il comprend, peut-être pour la première fois, qu'il n'y a aucun pont possible entre ces deux univers. Ils sont totalement inconciliables. Et ça l'amène à se poser la question centrale de tout le livre. C'est une question vertigineuse. Si on dit qu'une vie humaine n'a pas de prix, alors au nom de quoi agit-on comme si quelque chose avait plus de valeur que la vie humaine? Au nom de quoi demande-t-on à des hommes de risquer leur existence? C'est quoi ce quelque chose? La justification finale de Rivière est presque métaphysique. Il pense aux bâtisseurs des temples incas qui ont fait souffrir leur peuple pour ériger des monuments qui, eux, sont éternels. La vie d'un homme, elle est courte, sa souffrance passe. Mais l'œuvre, ici le réseau aérien, la conquête de la nuit, ça peut durer. Le sacrifice devient alors une façon de transformer une vie mortelle en une petite parcelle d'éternité. Au final, Vol de nuit ne donne aucune réponse simple. Et c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre. Le livre nous laisse avec cette question immense. Est-ce que le progrès, la grandeur, la construction d'une œuvre qui nous dépasse, est-ce que tout ça vaut le sacrifice du bonheur et de la vie? Une question qui, près d'un siècle plus tard, continue de résonner très fort dans notre monde.